Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un audio sur les étapes du parcours de flamme jumelle, parcours sacré. Je fais les vidéos un peu dans le désordre, si seulement il y a un ordre, parce que je les fais comme ça me vient spontanément. Et je pense que ce que je vous ai aussi pas du tout dit depuis le début de ces épisodes de podcast, c'est qu'en fait, en général, j'ai une idée qui me vient comme ça, et un peu de nulle part, pour chaque épisode, et au début, quand je me mets derrière le micro, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais dire, si ce n'est 2-3 idées comme ça, en désordre. Et c'est quand je commence à parler que j'ai des idées qui descendent comme ça, ici. Et plus ça va, et plus je me rends compte qu'en fait, je pense que je suis vraiment pas toute seule à enregistrer ces épisodes et ce podcast, notamment parce qu'il y a beaucoup d'idées qui me viennent pendant que j'enregistre, qui me permettent aussi moi d'avoir des prises de conscience, et qui sont des choses que j'aurais peut-être pas formulées comme ça, ou auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et parfois même en réécoutant les épisodes, quand je les monte, il y a des choses que j'avais oubliées que j'avais dites. Donc voilà, tout ça pour dire, je suis pas toute seule, je pense quand j'enregistre ces épisodes, je sais que j'utilise la claire connaissance de temps en temps dans ma vie, et je pense que les moments où j'enregistre ces épisodes, ça fait aussi partie des moments où je l'utilise, donc ça explique peut-être pourquoi je fais pas toujours les épisodes dans un ordre logique, chronologique, aussi pourquoi je pense ce podcast vous touche autant. J'ai longtemps hésité avant de faire un épisode sur les étapes du parcours de flamme jumelle, notamment parce que, comme je le répète depuis le début où j'ai lancé ce podcast, je pense que chaque parcours est différent, et du coup ça m'embêtait de mettre un peu des étiquettes et des étapes sur ces parcours uniques. Et à la fois, je me rends compte que c'est aussi comme ça, grâce à une vidéo qui parlait des étapes du parcours, que j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais dans un parcours sacré. Donc je me dis que ça peut être aussi une chance pour des personnes qui peuvent tomber sur ce podcast par hasard, entre guillemets, vu que je ne crois pas au hasard, de se rendre compte peut-être qu'elles sont dans ce type de parcours-là, et peut-être que ça peut aussi les aider de savoir où on met les pieds. Donc ceci étant dit, je vais vous parler des étapes du parcours, que ce soit le parcours que j'ai vécu, que je vis encore, je suis en plein dedans, ou les étapes des parcours qu'on a pu me raconter, parce que je reçois aussi beaucoup de vos histoires par message privé, par email, et ça me touche énormément, et j'en profite pour vous remercier vraiment chaleureusement de votre soutien, que ce soit par les commentaires, par les likes, par les abonnements. Ça, vraiment, je suis toujours étonnée et aussi heureuse de voir que ça vous parle autant, que ça vous aide, et je suis toujours aussi surprise de voir que parfois des simples partages d'expériences et de me mettre derrière mon micro, ça peut aussi vous aider, vous apporter du soutien, vous éclairer. Donc je suis tellement reconnaissante de vous, de votre présence ici. Donc merci du fond du cœur. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, la première étape du parcours de flamme jumelle, ou on va dire de parcours sacré, c'est évidemment la rencontre. La rencontre, ça peut être une rencontre qui se fait dans la matière 3D, dans la vie physique, comme ça peut être une rencontre qui se fait maintenant à travers Internet, à travers les réseaux, parce que on le sait très bien, maintenant le monde fonctionne différemment et on peut parfois se connecter à des personnes sans vraiment les avoir rencontrées physiquement. Donc quand je parle de rencontre, je parle de, on va dire, cette mise en connexion avec l'autre, et de ce que j'ai pu voir, lire, et de ce dont j'ai pu prendre connaissance dans tous les types de parcours qui existent. Il y a parfois des rencontres qui précèdent longuement l'étape d'après, qui est la reconnexion. C'est-à-dire qu'il y a des duos qui parfois se rencontrent et qui pendant longtemps, ça peut durer des semaines, des mois et parfois des années, n'ont pas accès tout de suite à l'étape d'après. Donc ils se sont rencontrés, mettons physiquement ou à distance, et il n'y a pas forcément tout de suite la reconnexion qui s'opère. Donc l'étape d'après, c'est la reconnexion. Et la reconnexion, ça va être, du coup ça suit la rencontre, et ça peut se faire aussi à distance comme ça peut se faire en physique. C'est le moment où, je dirais, si je peux le dire comme ça, nos âmes se reconnaissent. C'est-à-dire que, je dis ça, en réalité, je pense que nos âmes, elles le savent depuis longtemps, elles se reconnaissent tout de suite, mais c'est comme si l'information, elle passait dans la matière. C'est comme si nous, petits humains, on avait, une petite partie de cette information qui est mais qui est cette personne ? Pourquoi est-ce qu'elle me perturbe comme ça ? Pour moi, cette reconnexion, elle n'est pas forcément synonyme d'une énorme attraction spontanément physique ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a des duos où l'autre n'est pas du tout l'idéal physique de la personne, et aussi il peut y avoir une forme d'attraction-répulsion, parce que quand on est dans des parcours sacrés, on a vécu aussi de nombreuses vies
où on a énormément souffert. Et donc parfois, surtout pour la polarité des runners, il peut y avoir une espèce de mélange d'attraction-répulsion parce que le runner serait a priori celui qui porte plutôt la charge karmique, donc c'est-à-dire qui porte les mémoires inconscientes des vies passées ensemble et donc de la souffrance vécue. Et donc le runner pourrait avoir une forme d'attraction-répulsion envers son chaser. D'ailleurs les runners, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ce que je dis, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages vécus de l'intérieur, je trouve que c'est même le plus intéressant. Et donc cette reconnexion, c'est vraiment le moment où il y a une reconnaissance de l'autre. Alors je ne serais pas capable de dire avec certitude qui reconnaît l'autre en premier systématiquement, parce que je suis pas sûre que ce soit toujours écrit de la même manière. En réalité, ce que je pense, c'est que les parcours, ils diffèrent énormément. Déjà, comme je l'ai déjà dit, parce qu'on est tous des êtres humains différents, qu'on a des expériences différentes de vie dans cette vie, et aussi parce qu'on a un passé karmique, si je peux dire ça comme ça, qui est différent selon les personnes et aussi selon les binômes. Et donc ce que je pense, c'est que au moment de la reconnexion, c'est comme si pour moi le chaser, il recevait ce qu'il faut d'énergie pour s'accrocher à son runner. Je le formule très mal, mais en gros, l'image que j'ai, c'est que c'est comme si chaque chaser avait besoin d'un niveau de reconnexion différent pour recevoir en fait en lui l'information que waouh, cette personne en face, elle est particulière, elle est spéciale pour moi. Donc pour certains duos, le runner n'aura pas besoin de faire grand chose parce que juste en voyant son hôte, la personne va se dire waouh, il se passe quelque chose. Pour d'autres duos, il va falloir que le runner mette les bouchées doubles, et ça a été le cas pour moi, parce que je vous l'ai dit, moi je suis vraiment pas un exemple de conscience sur ce chemin, et j'admire beaucoup d'ailleurs les parcours où les chasers sont énormément en conscience. Moi j'ai été beaucoup dans le déni, donc il a fallu que mon runner il sorte les rames et qu'il soit beaucoup dans la séduction avec moi et qu'il sorte vraiment le grand jeu, si je peux dire, pendant des mois et des mois pour que vraiment je m'accroche. Donc je pense que ça va dépendre des sensibilités de chacun et aussi des passifs de chacun. C'est-à-dire que si vous avez eu par exemple comme moi des vies où vous aviez dû énormément vous cacher aux yeux des autres et cacher votre amour, c'est possible que dans cette vie-ci, vous ayez besoin de cacher votre amour à vous-même et à votre autre également, pour dépasser cette épreuve. La reconnexion, c'est le moment où, je dirais, le chaser, et le runner, je pense un petit peu avant le chaser, vont recevoir l'information que, oulala, cette personne est spéciale. Ça, c'est sur le plan, on va dire, matière 3D. Et au niveau énergétique, je pense que je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode, mais c'est pas grave, c'est le moment aussi où, en 5D, donc au niveau subtil, énergétique, les chakras vont se reconnecter. C'est-à-dire que le runner, au début de sa vie, jusqu'au moment de la reconnexion avec son autre, il va avoir une activation des chakras du haut beaucoup plus forte, c'est-à-dire les chakras qui vont être au-dessus du chakra du cœur. En fait, le chakra du cœur, c'est le chakra, on va dire, qui est au milieu et qui est activé au moment, pour moi, de la reconnexion avec son autre, et qui va comme s'ouvrir d'autant plus. Bien sûr, ce chakra existait et il était activé quand même, mais c'est comme se suractiver, s'ouvrir. Moi, je le vois comme une ouverture de cœur, une ouverture de chakra du cœur au moment où on rencontre son autre, et ça des deux côtés. Et chez le runner, les chakras du haut, donc chakra gorge, du troisième œil et chakra coronal, étaient plus ouverts et plus activés avant la rencontre avec le chaser. Et donc au moment de la rencontre avec le chaser, il va avoir une activation plus forte des chakras du bas, donc le chakra du plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, qui va venir le ramener dans la matière. Là où le chaser, au moment de la reconnexion avec son autre, il va avoir les chakras du haut qui vont se réactiver et donc la connexion au céleste et à l'invisible. Ça va dépendre évidemment des polarités, parce que là je fais des grosses généralités parce que j'ai l'impression que de manière majoritaire les runners sont plutôt initialement d'énergie yin blessée et les chasers d'énergie yang blessée. Si tout ça c'est un peu flou pour vous, je vous renvoie à l'épisode de podcast où je parle spécifiquement des polarités, parce que je trouve que c'est un sujet à part et que je peux pas faire rentrer l'explication des polarités à l'intérieur de cet épisode, sinon ça n'aura ni queue ni tête et ça va être bien trop complexe. Mais il arrive aussi que les polarités soient inversées entre les runners et les chasers. Donc là, je fais évidemment des grandes généralités. Donc la reconnexion, ça va être le moment où les chakras, opposés à ceux qui étaient, on va dire, les principaux activés chez chacune des polarités, vont justement s'activer. Je sais que personnellement, le moment de la reconnexion avec mon autre, ça a été le moment où je me suis beaucoup ouverte à tout ce qui était spiritualité, là où je m'intéressais pas du tout à ce sujet. En fait, c'est pas que j'étais fermée à ça, mais c'est que je m'étais jamais vraiment posé la question.
de la spiritualité, de la vie après la mort, etc. Et sans que rien ne se passe spécifiquement, sans que mon autre ne me parle plus que ça de spiritualité, etc. J'ai, dans l'année qui a suivi ma reconnexion avec mon autre, je dirais même moins d'une année, je me suis vraiment intéressée à l'hypnose régressive, à voyager dans les vies antérieures, alors qu'avant je m'étais jamais posé la question. Donc tout ça pour dire, c'est pas forcément votre autre qui va amener des sujets ou qui va faire quelque chose pour activer ces chakras et pour ouvrir un petit peu la dimension qui est la moins ouverte chez vous, que ce soit le terrestre ou que ce soit le céleste. C'est juste la reconnexion avec cette personne-là qui fait que c'est comme si ça allait ouvrir votre champ. Et ensuite, on va rentrer dans l'étape la plus agréable du parcours avant un petit moment, qui est la lune de miel. La lune de miel, comme son nom l'indique, c'est une étape qui est particulièrement douce. C'est le moment où chacun des membres du binôme va vivre pleinement la connexion à l'autre et la relation à l'autre. Quand je dis relation à l'autre, peu importe ce qu'elle est, que ce soit une relation amoureuse, une relation qui est vécue uniquement sur un plan amical, uniquement sur un plan physique, charnel, peu importe. Mais en gros, on est dans une période où on ne se retranche pas derrière son masque et on vit pleinement la relation. C'est comme si on revivait l'étape de la fusion qu'on a eue à l'étape de la création céleste, on va dire, de notre âme. Il y a un moment où, évidemment, avant de se séparer, les flammes jumelles, âmes jumelles, sont fusionnées. Et donc là, pour moi, quand on vit la lune de miel, c'est comme s'il y avait une espèce d'apaisement, et c'est là où on a aussi les gros ressentis on a l'impression d'être à la maison avec l'autre, et il y a une espèce d'apaisement et de bonheur quand on est en présence de l'autre, parce que les masques ne sont pas encore là, que les blessures ne sont pas encore activées, et donc on revit pleinement cette sérénité, cette plénitude de la sensation de fusion parfaite avec l'autre. C'est aussi en général, et je dis toujours en général, parce que je le répète encore une fois, au risque d'être un peu insistante, mais chaque parcours est unique. C'est pas parce que vous ne rentrez pas dans les cases précises que je suis en train d'énoncer ou que vous n'avez pas vécu les choses dans l'ordre exact dans lequel je les annonce que vous n'êtes pas en parcours sacré. Parce que parfois, je pense qu'il y a des étapes qui peuvent être vécues un peu en même temps, et parfois, je pense qu'il y a des étapes qui peuvent être un peu inversées selon les parcours. Donc, je reviens à ma lune de miel, c'est l'étape où en général, on va vivre aussi une montée de Kundalini. Et la montée de Kundalini, c'est tout simplement une montée d'énergie. C'est une énergie de vie, c'est une énergie aussi sexuelle qui naît de cet alignement aussi des chakras et de cette ouverture de cœur et d'énergie des chakras. Et donc, cette montée de Kundalini, il arrive souvent qu'elle se produise lorsqu'on a des rapprochements physiques, intimes, charnels avec son autre, mais ça peut arriver aussi à distance, notamment chez les pairs, les duos qui ne se sont pas rencontrés physiquement et qui se sont rencontrés par exemple par internet et qui se sont même reconnectés à distance. Il peut y avoir cette lune de miel et cette montée de Kundalini qui se fait aussi à distance. Pour reconnaître une montée de Kundalini, parce que moi je sais que quand ça m'est arrivé, j'avais aucune idée de ce que c'était et j'ai réalisé bien longtemps après ce que c'était. En fait, ça va être une très forte montée d'énergie qui va se faire. Donc il y a des personnes qui vont le vivre de manière très intense, d'autres qui vont le vivre de manière même très désagréable. Moi je sais que je l'ai vécu plutôt comme une espèce de montée d'énergie avec... je crois que je l'ai déjà raconté dans un autre épisode, mais pour la faire assez courte, c'était plus un moment où j'avais très très chaud, je sentais que je dégageais une chaleur incroyable de mon corps. Et d'ailleurs mon autre m'avait fait la remarque à ce moment-là, et j'étais même étonnée qu'il ressente cette chaleur-là, parce que je pensais que c'était juste moi, et que juste j'avais très chaud à ce moment-là. Vraiment j'étais quand même assez terre à terre à ce moment-là. Donc j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait, et je m'étais dit c'est assez bizarre, peut-être que je me sens pas très bien, pourtant je me sentais très bien. Mais voilà, et donc moi c'était une grosse montée de chaleur, et la nuit qui a suivi ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être un peu malade, c'est-à-dire que j'ai eu comme une espèce de montée de fièvre, extrêmement chaud, beaucoup transpiré la nuit, etc. Sauf que le lendemain, je pétais le feu, j'étais pas du tout malade, pas du tout fiévreuse ni rien du tout, donc vraiment sur le coup je me suis dit c'est très bizarre, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais voilà, j'avais pas mis de mots dessus, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent même faire des malaises, il y en a pour qui c'est très agréable. Il y en a qui peuvent aussi se connecter intimement à leur autre à distance et qui ont des ressentis physiques de rapport intime même à distance. Suite à la lune de miel, il va y avoir l'activation des blessures, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, alors ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, comme d'habitude, il n'y a pas de règle là-dessus. Au bout d'un moment, à force d'être en contact avec son autre, il va y avoir la friction des égos et donc il va y avoir les blessures respectives qui vont s'activer.
Et ce qui se passe, c'est que l'autre étant notre miroir parfait, il a une capacité de nous refléter ce qu'on n'a pas envie de voir chez nous et d'appuyer sur nos blessures de manière chirurgicale. Et c'est la même chose pour nous. Donc, il va y avoir donc activation des blessures respectives, donc chez l'un, chez l'autre. Et donc, il va y avoir utilisation des masques de l'ego pour se protéger de la souffrance que nous fait ressentir l'autre. Et ça peut être un moment où il peut commencer à y avoir des séparations et des petites phases de silence, parce que parfois, c'est trop dur d'être en contact avec son autre. Et il va y avoir des moments aussi où peut-être avec l'activation des blessures, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des mots qui dépassent notre pensée, il peut y avoir des accroches. Donc là, il va y avoir des séparations plus ou moins courtes en général. Soit il peut y avoir, j'imagine, une grosse cassure d'un coup, une grosse séparation, et il y a des duos comme le mien où ça va commencer par des petites séparations, où ce sera plutôt des petits silences. Et parfois, donc que ce soit ces petits silences ou la grosse séparation, va s'en suivre la fameuse nuit noire de l'âme, dont on parle beaucoup dans le milieu spirituel. La nuit noire de l'âme, au final, ce terme, je le trouve pas super exact parce que je suis pas sûre que ce soit l'âme qui est en nuit noire. Je pense que c'est plutôt la personnalité, l'ego. Au final, c'est plutôt l'âme qui essaye de faire jaillir sa lumière et qui, du coup, pour ça, va devoir faire craquer toute la chrysalide, quelque part, de l'ego et de la personnalité. La nuit noire de l'âme, pour dire les choses très concrètement, c'est une étape où le chaser, en premier, va ressentir un immense vide. En général, ça va se produire lors des phases de silence ou de séparation avec son autre. Et donc, c'est un moment où le chaser, il va avoir comme une espèce de chute, c'est-à-dire que on se sent happé par une espèce d'énergie sombre, on a l'impression de ne plus trouver de sens aux choses, à la vie, ça peut être une perte de motivation pour des choses qui nous plaisaient auparavant. Pour moi, cette nuit noire de l'âme, c'est un peu comme tout le reste du parcours, c'est-à-dire que son intensité et sa durée va dépendre des résistances de chacun. Il y a des personnes qui vont vivre des nuits noires de l'âme qui vont être extrêmement intenses, qui perdent leur logement, qui se retrouvent complètement démunis de tout argent, dépossédés de tous leurs biens, qui vont perdre tout le soutien de leur entourage, qui vont vraiment finir à la rue, parce qu'elles ont besoin d'avoir un choc intense pour pouvoir comme rebondir. En fait, pour moi, la nuit noire de l'âme, je la visualise comme le fait de tomber au fond de l'océan et de devoir toucher le fond pour remonter. Là où il y a des personnes qui vont devoir juste descendre à 3 mètres pour toucher le fond et remonter, il y en a qui auront besoin de descendre à 20 mètres de profondeur pour ressentir suffisamment de souffrance pour toucher le fond pour remonter. Donc, cette nuit noire de l'âme, le but de ce que moi j'en comprends en tout cas, c'est de faire tomber, en fait, de faire voler en éclats toutes les constructions de la personnalité, de l'ego, toutes les choses qui nous empêchent d'être vraiment nous. Et en fait, cette nuit noire de l'âme, elle a pour objectif de nous amener à devenir la personne que notre autre a vue en nous au moment de la reconnexion et de la lune de miel. Je pense que si vous vous posez quelques instants là, spontanément, et que vous revoyez votre autre avec les yeux ou avec le cœur avec lequel vous l'avez perçu pendant la période de lune de miel, vous pouvez vous rendre compte que vous avez vu sa lumière et vous avez vu sa beauté de cœur et sa grandeur d'âme. Et vous avez vu aussi, sans doute avec le recul, que votre autre ne se voyait pas comme ça. Sachez que votre autre vous a vu de la même manière et que cette nuit noire de l'âme, elle a aussi pour objectif de vous permettre d'arriver à devenir, à incarner complètement cette personne-là. Pour ça, forcément, on passe par de l'inconfort parce que le but, ça va être de traverser des peurs, de traverser des étapes qui peuvent être plus ou moins difficiles parce que elles ont été conditionnées par notre enfance, par notre vécu, voire même peut-être par des vies passées. Et donc, on va devoir toucher le fond pour remonter et s'élever jusqu'à, en fait, transcender nos peurs les plus grosses, apaiser nos blessures les plus fortes, pour pouvoir commencer à s'aligner avec les besoins et les envies de notre âme. Donc forcément, c'est un moment qui est pas agréable. Donc, tout ça pour dire que cette nuit noire de l'âme, elle a pour but de vous pousser dans vos retranchements et que, en tout cas de ce que j'en comprends, plus vous allez résister et plus vous allez avoir des épreuves qui risquent d'être importantes et douloureuses parce que vous aurez besoin de toute façon de passer par ces transformations pour vous rapprocher au plus possible de votre lumière intérieure.
Et votre lumière intérieure, souvent, ça va être des désirs de cœur que vous avez au fond de vous, mais que vous osez pas mettre en place, que vous vous autorisez pas à vivre. Que ce soit des projets professionnels, des aspirations de vie, des endroits où vous avez envie de vivre, si vous avez envie de changer de cercle amical, de vous lancer dans une activité artistique, quel que soit l'élan de votre cœur. Finalement, pour moi, la nuit noire de l'âme, elle a pour objectif de vous amener à être le ou la plus possible dans cette lumière intérieure. Souvent, durant ces petites séparations, s'il y en a eu, et cette nuit noire de l'âme, il va y avoir ce qu'on appelle les allers-retours du runner. En général, ce qui se passe, c'est que celui qui est dans la polarité du runner, il va de temps en temps reprendre contact, même s'il y a des petites phases de silence. Quelque part, ce sont des formes de petits tests inconscients, ou peut-être conscients, je sais pas, les runners, dites-moi, de cette polarité pour voir quelque part où en est le chaser et comment il avance. Donc là, le chaser, il est dans une phase où il avance petit à petit vers ce qu'on appelle la complétude. En fait, il est en train de compenser ses énergies yin et yang, donc féminine et masculine. Il est en train à la fois d'équilibrer son ancrage dans la matière, dans sa vie 3D, avec sa vie spirituelle, sa connexion céleste en 5D. En même temps que le chaser il continue à avancer dans cette complétude et à se défaire de ses blessures, il y a le runner qui vient aussi de temps en temps reprendre des nouvelles, se reconnecter et quelque part voir un peu où en est son autre. L'étape que j'ai mise après, c'est la séparation. Et comme d'habitude, c'est peut-être que vous avez eu uniquement une grande séparation et pas forcément les petites avant. Ça arrive, j'imagine. En général, on dit que dans les parcours sacrés, il y a un grand silence, une grande séparation. Et c'est possible aussi, je pense, que du coup, si c'est le cas, qu'il y a uniquement une grande séparation, que la nuit noire de l'âme arrive après cette grande séparation. Bref, la grande séparation, en gros, elle arrive quand les blessures respectives sont arrivées à leur paroxysme. De mon expérience et de ce que j'ai pu lire comme témoignage, j'ai l'impression que majoritairement, c'est le chaser qui va initier cette grande séparation et ce silence, peu importe qui l'acte dans la matière, que ce soit le chaser qui parte ou que ce soit le runner qui parte. De ce que je vois, c'est plutôt le chaser qui arrive un peu au bout de ce qu'il pouvait supporter, parce que le chaser, il est dans un amour sacrificiel avec son autre, et donc il va avoir tendance à se laisser piétiner pour que l'autre reste avec lui, ou elle. C'est l'étape pour moi du fameux switch, où en fait le chaser va en avoir marre, et il va décider de couper, que ce soit la communication, que ce soit la relation amoureuse s'il y en a une, ou la relation tout court. En tout cas, le chaser va souvent initier ce moment qui va être suivi par une séparation, que ce soit physique, que ce soit énergétique, et le silence. En général, c'est les moments comme ça qu'on appelle les silences radio, où il n'y a plus de contact pendant longtemps entre les deux parties du duo. Ça va permettre à chacun d'avancer et de continuer son travail d'apaisement des blessures. J'aime mieux dire apaisement qu'épuration, dans le sens où épuration, pour moi, ça laisse penser qu'on va arriver au bout et qu'on va nettoyer, qu'il y aura plus de blessures. Je fais pas trop partie des personnes qui pensent qu'on se débarrasse complètement de nos blessures à l'issue de ce chemin. Je pense qu'on les apaise beaucoup, mais ça fait quand même partie de nos personnalités, et les personnalités, ça fait partie des personnes humaines qu'on est. Donc je pense pas qu'on puisse effacer complètement les blessures, mais je pense qu'on peut en tout cas les apaiser. Et donc cette longue séparation, elle va confronter chacune des parties du binôme à ses ombres de plus en plus. En général, ce que l'on dit, c'est que lorsque le chaser switch, et si vous savez pas du tout ce que c'est que le switch, je vous renvoie à mon dernier épisode de podcast, et qu'il décide quelque part d'initier cette phase de silence et de séparation, c'est à ce moment-là que le runner va lui entamer sa nuit noire de l'âme, et qui va plonger du coup dans ses ombres, et qui va pouvoir commencer à avancer sur son travail personnel et sur son introspection. Du côté du chaser, ça va le forcer à se confronter à la peur de perdre l'autre, au silence et à la peur d'être oublié. Et aussi, ce silence et cette séparation, je pense que de manière générale, comme d'habitude, je fais des généralités, ça va confronter chacun des duos à sa blessure la plus profonde. Ce qu'on dit, c'est que le chaser a comme blessure la plus importante la blessure d'abandon, et que le runner a la blessure de rejet. Parce que au moment de la scission de l'œuf céleste cosmique, au départ, à la création des âmes,
eh bien le runner a été éjecté du noyau et donc il s'est senti rejeté, là où le chaser est un peu resté derrière et s'est senti abandonné. Le fait d'avoir cette longue séparation va permettre au chaser de se confronter donc à ses peurs, qui va le confronter à la peur de l'abandon, il va avoir peur que son runner ne revienne jamais, et le runner va se confronter, lui, à sa blessure de rejet, puisque, en général, c'est le chaser qui initie ce silence, et donc le runner va se sentir rejeté. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu entendre, et de mon expérience personnelle, cette séparation, c'est pareil, elle a une durée qui peut varier, je vais pas mettre de durée derrière parce que il y a des personnes pour qui ça dure des décennies, il y a des personnes pour qui ça dure quelques années, il y en a pour qui ça dure quelques mois. J'ai l'impression aussi que les parcours récents sont beaucoup plus rapides, donc je ne vais pas dire qu'il y a une norme là-dessus. Je pense que là aussi il y a cette notion de timing divin que j'ai pu aborder dans d'autres épisodes. Je pense que le mieux à faire, c'est de se concentrer sur soi, sur son introspection, d'essayer de se comprendre le mieux possible, et d'avancer dans son quotidien pour se créer un quotidien le plus confortable possible, et aussi de laisser à l'autre son espace pour pouvoir avancer et avoir le temps nécessaire pour apaiser ses propres blessures. Ensuite, suite à cette séparation, arrive l'étape des retrouvailles. Donc là, les retrouvailles, en général, on va avoir, alors c'est pas vraiment comme les allers-retours, mais ça peut y ressembler. Les retrouvailles, ça va être le moment où on va reprendre le contact, et donc ça peut être un peu disparate, si je peux dire ça comme ça, au début, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de reconnexion, des moments de communication, suivis par des moments de silence, plus ou moins courts, et donc il va y avoir comme une espèce de réajustement à l'autre, où on va, je pense, comme redécouvrir l'autre, parce qu'au final, entre le début de ce parcours et les retrouvailles, on est devenu une nouvelle personne, et l'autre aussi est devenu une nouvelle personne. Et finalement, la personne qu'on avait rencontrée n'est plus, en tout cas la personnalité qu'on avait rencontrée, n'est plus exactement la même que celle qu'on a devant soi à l'issue du parcours, et les retrouvailles, ça va être un moment pour refaire connaissance, et se redécouvrir, et se reconnecter. Et à l'issue des retrouvailles, et pareil, ces retrouvailles, elles peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, il va y avoir, si c'est prévu dans le parcours, la fameuse réunion que tout le monde attend avec impatience. Cette réunion, c'est la réunion sur le plan physique, matériel, et ça peut être une réunion qui se passe sous forme de couple, comme il y a des duos qui, j'imagine, se retrouvent pour peut-être avoir des projets professionnels ensemble, même si, au fond de moi, j'ai la croyance, peut-être erronée, que si l'on se sait en parcours sacré, et si l'on en a conscience, et si on est persuadé au fond de soi qu'on est censé se réunir et se retrouver en couple, et qu'on fait ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire qu'on avance sur nos blessures et qu'on apaise tout ce qui pouvait nous empêcher de nous réunir à notre autre, je pense qu'on est censé se réunir et se réunir en couple amoureux si on le sent comme ça. Je pense qu'au fond de nous, je sais pas, vous me partagerez en commentaire si ça résonne pour vous, je pense qu'au fond de nous, on le sait très vite dans ce parcours, déjà que notre autre est notre autre, même si inconsciemment on se ment un petit peu comme j'ai pu le faire, et on le sait aussi très vite si on est censé finir en couple, entre guillemets, cette formule est pas très belle, mais si on est censé aboutir à un couple amoureux dans la matière, je pense qu'on le sent au fond de soi. Et ça, je pense que c'est l'intuition qui nous le dit, je pense que c'est un petit message de notre âme. Voilà pour les grandes étapes du parcours de Flammes Jumelles. J'ai peut-être oublié des étapes, j'ai peut-être inversé parfois selon vos parcours des étapes, comme je le disais, parce que je pense que tout est tellement unique que c'est pas possible de faire une grille de lecture qui corresponde à tous les parcours sans exception. En tout cas, ça me tenait à cœur quand même de faire ce petit épisode parce que je me dis que c'est important, peut-être pour certaines personnes, d'avoir l'occasion de se retrouver et de comprendre peut-être un petit peu plus ce qui leur arrive. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura apporté ce que vous étiez venu chercher en l'écoutant. Je vous dis à très vite. Et en attendant, moi, je crois en vous.